Dans le jardin impeccablement entretenu de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, Antoine de Belleville, un magnate de l'immobilier, se tenait immobile, le souffle coupé par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Un maçon noir, aux mains abîmées par des années de labeur et aux vêtements usés par le travail, nourrissait avec une douceur infinie la fille d'Antoine, Élise. Cette même Élise qu'il n'avait pas réussi à regarder en face depuis l'accident qui l'avait rendu aveugle 2 ans plus tôt. « Encore une petite cuillère, ma chérie », murmura Joseph Diallo, sa voix empreinte d'une tendresse qui transperça Antoine comme une lame. Élise, 8 ans, éclata d'un rire léger, un son qu'Antoine avait presque oublié. Avec une précision surprenante, la fillette tendit la main pour toucher le visage de Joseph. « Raconte-moi encore les couleurs du jardin, Joseph. Je veux voir à travers tes mots. » Antoine recula dans l'ombre de la véranda, un mélange corrosif de honte et de rage bouillonnant en lui. Comment cet homme, qui ne connaissait Élise que depuis 2 semaines, pouvait-il tisser un lien avec elle, alors que lui, son propre père, en était incapable? Belleville et Fils, l'entreprise familiale, était l'un des fleurons de la construction en France, spécialisé dans des projets immobiliers de luxe qui redessinaient les skylines de Paris à Dubaï. Pourtant, Antoine de Belleville, maître dans l'art de bâtir des empires, échouait à construire un pont vers le cœur de sa fille. L'accident s'était produit par un après-midi banal. Un chauffard, un virage mal négocié sur une route de campagne, et la vie d'Élise avait basculé. Antoine était au volant. Physiquement indemne, il était émotionnellement ravagé, noyant sa culpabilité dans le travail et se retranchant dans son bureau ou dans les étages supérieurs de sa demeure. Depuis ce jour, Élise vivait entourée de gouvernantes et d'infirmières coûteusement rémunérées, tandis qu'Antoine s'isolait, incapable de supporter le regard vide de sa fille. L'arrivée d'une équipe de paysagistes, dirigée par Joseph Diallo, pour rénover le jardin n'aurait dû être qu'une formalité. Pourtant, quelque chose changeait, et Antoine, déstabilisé, ne savait comment y faire face. « Monsieur de Belleville », l'interrompit la voix de sa gouvernante, « Madame Lefebvre, vous avez un appel urgent de Singapour concernant le projet Marina Heights. » Antoine hocha la tête, jetant un dernier regard vers le jardin avant de se diriger vers son bureau. En traversant le couloir, il s'arrêta devant un portrait de sa défunte épouse, Claire. « Tu aurais su, toi, murmura-t-il. Tu savais toujours quoi faire. » Cet après-midi-là, lors d'une visioconférence avec des investisseurs, Antoine était ailleurs, son esprit revenant sans cesse à la scène du jardin. De retour chez lui, il trouva Madame Lefebvre l'attendant, l'air préoccupé. « Monsieur, la professeure de violon d'Élise a appelé. Elle a manqué sa 3e leçon consécutive. »« Comment ça? L'infirmière ne l'a pas accompagnée ?» demanda Antoine, perplexe. « Élise a refusé d'y aller, » répondit la gouvernante, hésitante. « Elle dit qu'elle déteste le violon maintenant qu'elle ne peut plus voir les cordes. » Antoine sentit une vague de culpabilité l'envahir. Claire avait été violoniste et Élise adorait autrefois ses leçons. Incapable de dormir cette nuit-là, Antoine descendit à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Des voix provenant du jardin l'arrêtèrent net. S'approchant discrètement de la porte-fenêtre, il aperçut Joseph, assis près de la fontaine, en grande conversation avec Élise. « Mon papa ne m'aime plus depuis que je suis aveugle », dit la fillette avec une conviction qui brisa le cœur d'Antoine. « Il ne peut même pas rester dans la même pièce que moi. »« Ne dis pas ça, ma petite, » répondit Joseph, sa voix à la fois ferme et douce. « Parfois, les adultes ne savent pas comment affronter la douleur, surtout celle des gens qu'ils aiment le plus. »« As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais ?» demanda Élise. Un silence pesant s'installa avant que Joseph ne réponde. « Oui, ma fille Awa. Elle avait presque ton âge. » Antoine se figea, cloué dans l'ombre par la douleur brute dans la voix de Joseph. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Élise. « Elle était malade. Une leucémie. Nous nous sommes battus pendant 3 ans, mais... » Joseph prit une profonde inspiration. « Ce que j'ai appris, Élise, c'est que le temps que nous avons avec ceux que nous aimons est trop précieux pour le gaspiller dans la peur. » Antoine recula, son monde vacillant. Il réalisa soudain que son comportement n'était pas de la protection, mais de la lâcheté. En remontant les escaliers vers sa chambre, une question le hantait. Quel homme abandonne sa propre fille dans ses heures les plus sombres, tandis qu'un étranger, portant lui-même un chagrin immense, trouve la force de la réconforter? Ce qu'Antoine ignorait, c'est que Joseph Diallo n'était pas un simple maçon. Son passé recelait des vérités que personne dans cet hôtel particulier n'aurait pu soupçonner. Les semaines suivantes révéleraient des secrets qui bouleverseraient à jamais leur destin. Poussé par une curiosité mêlée de méfiance, Antoine lança une investigation sur Joseph. Il contacta une agence privée, une pratique courante dans son milieu. « Je veux tout savoir sur lui, en particulier sur cette fille qu'il a mentionnée, » ordonna-t-il, les yeux rivés sur les caméras de surveillance du jardin. À l'écran, Joseph guidait Élise avec une patience infinie, transformant le jardin en un espace sensoriel où elle apprenait à reconnaître les plantes par leur texture et leur parfum. « Ce bleu est comme la fraîcheur d'une vague qui caresse tes pieds sur la plage, » expliquait-il alors qu'Élise effleurait un massif d'hortensias. La poésie de cette description troubla Antoine. Le rapport arriva 3 jours plus tard. Antoine ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Joseph Diallo, 42 ans, diplômé avec mention en ingénierie civile de l'école polytechnique de Dakar, marié à Mariama Diallo, décédé d'un cancer, père d'Awa Diallo,
décédé d'une leucémie à 7 ans. Après ces tragédies, il avait abandonné une carrière prometteuse. Une source confiait qu'il avait ressenti le besoin de travailler de ses mains pour tenir la folie à distance. Il avait débuté comme ouvrier paysagiste avant de se reconvertir dans la maçonnerie. Antoine resta abasourdi. Joseph n'était pas un simple maçon, c'était un ingénieur capable de diriger des projets d'envergure. Comment pouvait-il sourire après avoir tout perdu? Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, Antoine entra dans la chambre d'Élise pendant qu'elle dormait. Hésitant, il effleura ses cheveux, un geste qu'il n'avait pas osé faire en 2 ans. Le lendemain, il prit une décision inattendue. Il annula 3 réunions cruciales et organisa un pique-nique. Lorsqu'Élise descendit pour le petit déjeuner, elle trouva son père qui l'attendait. « Je pensais qu'on pourrait passer la journée ensemble dans le jardin », proposa-t-il. Le visage de la fillette s'illumina d'un sourire incrédule. « Vraiment, papa, tu n'es pas trop occupé ?» Cette question, si innocente, le déchira. La journée fut gauche au début. Ils s'installèrent près de l'endroit où Joseph travaillait. Lorsque le maçon apparut, il fit mine de s'éloigner. « Joseph !» appela Élise, reconnaissant ses pas. « Mon papa est avec moi aujourd'hui. Viens le rencontrer. » Les 2 hommes échangèrent un regard chargé de sous-entendus. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle dynamique s'installa. Antoine observait Joseph, fasciné par sa capacité à donner tant malgré ses pertes. Un après-midi ensoleillé, il s'approcha de lui. « Comment faites-vous » demanda-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité rare. « Après tout ce que vous avez traversé, comment pouvez-vous être si présent pour ma fille, alors que moi, je peux à peine la regarder sans être étouffé par la culpabilité ?» Joseph posa ses outils. « Quand Hawa était mourante, elle m'a fait promettre quelque chose. Papa, promets-moi que tu continueras à voir les couleurs. » Je ne comprenais pas à l'époque. Il regarda Élise, qui jouait près de la fontaine. « Votre fille est vivante, monsieur de Belleville. Elle a besoin que vous voyiez ses couleurs, pas votre propre aveuglement. » Ces mots frappèrent Antoine comme une révélation. Pendant 2 ans, il n'avait vu que le handicap d'Élise, pas la fillette pleine de vie qu'elle restait. Le lendemain, un événement inattendu bouleversa tout. Dans son bureau, Antoine reçut une enveloppe anonyme contenant un dossier médical et une note. « Vous devez connaître la vérité sur le médecin qui a traité votre fille. » Le dossier accusait le docteur Laurent, le neurologue qui avait diagnostiqué la cécité définitive d'Élise, de diagnosticatif et de traitement douteux. Muté discrètement entre hôpitaux après des plaintes étouffées par des accords confidentiels, il semblait intouchable. Antoine sentit un frisson le parcourir. Et si la cécité d'Élise n'était pas irréversible, un nom dans le dossier attira son attention. Hawa Diallo, mal diagnostiqué avec une leucémie terminale. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une toile inquiétante reliant l'accident d'Élise, la mort d'Hawa et la présence de Joseph dans sa vie. Cette nuit-là, Antoine, déchiré entre espoir et suspicion, lança une investigation plus approfondie. La lune éclairait son bureau alors qu'il épluchait des dossiers médicaux, des rapports financiers et des photos anciennes. Au centre de son bureau trônait une image de Joseph avec Hawa, sa fille disparue. Les mêmes anomalies dans les tests, le même neurologue, le même traitement expérimental raté, murmura-t-il, traçant les contours d'un schéma terrifiant. Le lendemain, il convoqua ses avocats les plus fiables. « Je veux tout sur le docteur Laurent, chaque transaction sur ses comptes des 10 dernières années. Je veux savoir qui le protège. » Alors que les avocats quittaient la pièce, Antoine observa le jardin où Élise, guidée par Joseph, s'exerçait à identifier les fleurs par le toucher. Leur complicité, autrefois réconfortante, l'angoissait désormais. « Monsieur, Joseph est en ligne. Il dit qu'il doit vous parler de toute urgence », annonça sa secrétaire. La voix de Joseph était tendue. « Monsieur de Belleville, je dois annuler le travail de demain. J'ai un rendez-vous médical important pour Élise. » « Élise, pourquoi emmèneriez-vous ma fille chez un médecin ?» demanda Antoine, un frisson lui parcourant l'échine. « Nous devons parler en personne. Ce soir, après qu'Élise sera couchée. » La journée passa dans un brouillard. Antoine annula ses engagements et rentra chez lui. Dans le jardin, Élise et Joseph partageaient des histoires, comme à leur habitude. Mais en les observant, Antoine ne pouvait plus distinguer l'innocence de la manipulation. Lorsqu'Élise s'endormit, Joseph l'attendait dans le bureau. Sans préambule, il posa un dossier sur la table. « Je crois que vous avez déjà reçu des informations similaires. C'est moi qui ai envoyé la première enveloppe. J'avais besoin de savoir si vous étiez assez attentif pour comprendre ce qui se passe. »« Et que se passe-t-il, monsieur Diallo ?» demanda Antoine, la voix glaciale. Joseph ouvrit le dossier. « Le docteur Laurent n'est pas seulement incompétent, c'est un criminel. Il mène des expériences non autorisées, diagnostique mal les patients pour les inclure dans ses protocoles. Ma fille Hawa n'avait pas de leucémie. Elle avait une condition traitable, mais elle a été délibérément mal diagnostiquée. Et Élise, votre fille, n'est pas définitivement aveugle. Son état peut être inversé avec un traitement approprié. » Joseph inspira profondément. « Monsieur de Belleville, nos filles ont été victimes du même homme. » La révélation frappa Antoine comme un coup de tonnerre. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police ?»« J'ai essayé, » répondit Joseph, un rire amer résonnant dans la pièce.
Laurent est protégé par des gens puissants. J'ai des preuves, mais j'ai besoin de quelqu'un avec vos ressources pour le démasquer. Donc, vous vous êtes rapproché de ma fille pour me manipuler, accusa Antoine, sa colère montant. Non, rétorqua Joseph, ses yeux brillants d'émotion. J'ai pris ce travail parce que je savais qu'Élise avait été une patiente de Laurent. Mais je me suis rapproché d'elle parce qu'elle me rappelle Awa, et parce qu'aucun enfant ne devrait endurer ce que nos filles ont vécu. Antoine dévisagea l'homme devant lui, partagé entre méfiance et espoir. « Je ne vous demande pas de me croire, » poursuivit Joseph. « Je vous demande de croire les preuves. » Il fit glisser un autre dossier. J'ai contacté le docteur Sophie Martin, une experte en neurologie oculaire. Elle a examiné les tests d'Élise et confirmé qu'un traitement est possible. Mais nous devons la protéger de Laurent. Il ne doit pas savoir que nous enquêtons. Pourquoi? Parce qu'Élise n'est pas la seule. D'autres enfants sont concernés, et je crois que Laurent prépare une nouvelle phase de ses expériences. Joseph hésita. Il y a quelques années, j'ai tenté de le confronter. Une semaine plus tard, Awa a eu une complication soudaine. 2 jours après, elle était morte. L'horreur de cette révélation figea l'air entre eux. Un médecin respecté, nuisant délibérément à ses patients pour ses recherches? Je veux que vous emmeniez Élise voir le docteur Martin demain, dit Joseph. Elle a accepté de nous recevoir discrètement. Si c'est vrai, nous ferons plus que ça, interrompit Antoine, une détermination farouche dans les yeux. Nous détruirons Laurent et tous ceux qui le protègent. Le plan se dessina au fil de la nuit. Antoine mobiliserait ses ressources, contacts médiatiques, détectives privés, avocat de haut vol. Joseph apporterait ses années de recherche solitaire, incluant les noms d'autres familles touchées. Le lendemain, sous couvert d'une sortie familiale, Antoine emmena Élise à la clinique discrète du docteur Martin. L'examen fut rigoureux, mais il confirma l'impensable. La cécité d'Élise était réversible. Le diagnostic initial était, au mieux, une erreur grossière, au pire, une falsification délibérée. En quittant la clinique, Antoine serra la main d'Élise avec une détermination nouvelle. Ce qui avait débuté comme un soupçon était devenu une mission commune. 2 pères, un milliardaire blanc et un maçon noir, brisés par le même mal, s'unissaient pour la justice et la protection des enfants vulnérables. La salle d'audience était silencieuse lorsque le docteur Laurent fut escorté, menottes au poignet. Son empire de mensonges s'était effondré en quelques heures, démantelé par l'alliance improbable d'Antoine de Belleville et Joseph Diallo. Ce n'est que le début, déclara le procureur. Plus de 40 enfants victimes des diagnostics frauduleux de Laurent ont été identifiés. À la sortie du tribunal, les journalistes encerclèrent Antoine et Joseph. Élise, tenant leurs mains, souriait sereinement, ses yeux suivant les mouvements autour d'elle avec une précision croissante. « Monsieur de Belleville, comment avez-vous découvert la fraude ?» demanda un reporter. « La vérité emprunte des chemins inattendus, » répondit Antoine, échangeant un regard complice avec Joseph. Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui compte vraiment. 3 mois plus tard, la fondation Awa ouvrit ses portes lors d'une cérémonie discrète. Ce centre de traitement, financé par les ressources d'Antoine, soignait déjà 15 enfants mal diagnostiqués. Nous ne voulions pas seulement la justice, expliqua Joseph à l'inauguration. Nous voulions transformer cette douleur en espoir pour d'autres familles. Le docteur Martin, directrice médicale, avait adapté le protocole expérimental de Laurent, qui, ironiquement, aurait pu sauver des vies s'il n'avait été corrompu par la cupidité. Élise, dont la vision s'améliorait chaque semaine, devint l'ambassadrice de la fondation. Son histoire encouragea les familles à demander des seconds avis médicaux. L'empire financier de Laurent s'effondra, les hôpitaux associés furent poursuivis et ses complices inculpés. Le système qui l'avait protégé s'écroulait. Antoine, transformé, réorienta Belleville et Fils. L'entreprise consacrait désormais 30% de ses projets à des hôpitaux pédiatriques et à la recherche médicale. Élise m'a appris que l'on peut avoir les yeux ouverts et ne rien voir de ce qui compte, confia-t-il dans une interview. Un après-midi émouvant, alors qu'Élise jouait dans le jardin de la fondation, Antoine trouva Joseph, les larmes aux yeux. « Awa aurait 11 ans aujourd'hui, murmura-t-il. Antoine hocha la tête. « Avons-nous rendu justice à Awa ?» demanda-t-il. « La justice, c'est empêcher que ce mal se reproduise, » répondit Joseph. « La vengeance aurait été de détruire Laurent. La justice, c'est ce jardin, ces enfants. » 1 an après le procès, la fondation Awa célébra l'anniversaire d'Élise. Entourée d'enfants guéris, elle souffla ses bougies sous les applaudissements. Antoine, regardant la scène, comprit que sa propre cécité, celle du cœur, avait été guérie. Avant Joseph, il survivait, accumulant richesses et privilèges, aveugle aux liens humains. Sur le mur de la fondation, une plaque portait une inscription, à la mémoire d'Awa Diallo, qui nous a appris Sriko à voir au-delà des apparences. De cette tragédie naquit une alliance qui transforma des vies, prouvant que les liens les plus forts se forgent dans la compassion et l'objectif commun, transcendant les différences.